Bonjour, je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie pour votre présence et votre confiance. La confiance d'ailleurs, c'est l'un des sujets clés qu'on va aborder pendant cette conférence. Et puis avec la confiance, il y a un deuxième sujet qui est celui de l'état d'esprit. Je vais vous donner un exemple sur l'état d'esprit. Projetez-vous dans votre entreprise et vous allez voir, c'est assez rapide, vous avez des images. Lorsque vous avez un problème, une difficulté bien précise, vous allez voir certaines personnes et elles vont toujours, quel que soit le sujet, trouver une solution. Et vous avez les autres. Ces personnes, lorsque vous leur présentez une difficulté, un problème à résoudre, elles vont toujours vous expliquer brillamment pourquoi ça n'est pas possible. Et vous voyez bien que l'état d'esprit n'est pas une question d'intelligence, ça n'est pas une question de culture, ça n'est pas une question de connaissance, c'est une question de décision. Est-ce que je décide que les choses vont être possibles ou pas ? Je vais vous donner un autre exemple et celui-là me tient véritablement à cœur. C'est lorsque je suis parti au Népal, j'ai rencontré une femme absolument incroyable, Sita Gurun, qui est directrice d'une école située au nord de Katmandou. Le courage, la détermination et la force qu'elle a quotidiennement à trouver de l'argent pour pouvoir payer ses professeurs. La moitié des professeurs de l'école, il y a 200 élèves, la moitié des professeurs de l'école ne sont pas payés simplement parce que l'école n'a pas l'argent pour les rémunérer. Et à mon retour en France, avec mes enfants, on est parti dans les Pyrénées et je leur ai parlé de ce projet. Et je leur ai dit, est-ce que ça vous dirait que vous leviez de l'argent et cet argent, vous allez l'emmener, on va prendre l'avion et vous allez le remettre à cette école au Népal. Pour célébrer ça, on est allé, ils sont montés à 5416 mètres d'altitude. Et ils avaient 13 et 14 ans. Lorsque, à 13 et 14 ans, vous êtes capable de pitcher, de lever de l'argent, de prendre l'avion, de remettre cet argent à une école et de monter ensuite dans la chaîne des Himalayas à 5416 mètres d'altitude, je vous garantis que le père que je suis a appris une chose, rien n'est impossible. C'est une question d'état d'esprit. Et le leadership, c'est ça. C'est lorsque vous apportez une confiance absolue. C'est-à-dire que quel que soit l'environnement, quelle que soit la nouveauté, quel que soit le territoire inconnu, les gens qui vous accompagnent ont confiance. Ils savent qu'il ne peut rien leur arriver. Et à partir du moment où vous arrivez à créer ce contexte de sécurité, ce contexte de confiance, vous emmenez n'importe qui où vous voulez. L'état d'esprit est essentiel en termes de confiance. Parce que si vous attendez de la part des autres de la confiance sous l'autorité, ça ne marche pas. Personne ne peut vous faire confiance si vous n'avez pas déjà confiance en vous-même, si vous ne respirez pas cette confiance. Et rappelez-vous également ceci, personne n'élève les autres au-dessus de sa propre estime. Si vous n'avez pas une estime de vous-même élevée, vous ne pourrez pas élever les autres. L'état d'esprit est fondamental. Il y a 2 lois maintenant pour gérer ça. Loi numéro 1, je ne vois pas la réalité telle qu'elle est, je vois la réalité telle que je suis. Loi numéro 2, je ne suis pas ce que je sais, je suis ce que je fais. À un moment, il y a une distinction à faire entre l'estime de soi et la confiance en soi. Mon Dieu que j'ai eu des blocages dans ma vie, mon Dieu que ça a été difficile. L'estime de soi, c'est moi et mon passé. La confiance en soi, c'est moi et le regard des autres. Et c'est pas du tout pareil parce que on a parfois tendance à dire « ouais, mais je manque de confiance en moi ». En réalité, à un moment, on manque d'estime de soi et on manque de confiance dans les autres. Et ce n'est pas les mêmes boutons sur lesquels on va appuyer lorsque l'on veut résoudre ça. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million nights just... L'une des compétences clés du leadership, c'est d'anticiper. Anticiper, ça signifie être conscient que tout fonctionne par cycle. Tout fonctionne sur ce qu'on appelle des patterns. Nous fonctionnons biologiquement, humainement, intellectuellement sur des cycles. La nature qui nous entoure fonctionne également sur des cycles. Le jour où vous acceptez l'existence des cycles, vous commencez à les identifier, à les comprendre, à les utiliser à votre avantage et en plus, à la fin, à façonner vos propres cycles. Ça, c'est un super pouvoir. Ce qui me fait penser à une chose,
qui est profondément, à mon sens, injuste, c'est qu'on a tendance à opposer, confronter management et leadership. Ce sont des compétences différentes et tous les managers n'ont pas forcément envie d'être leaders. Il y a donc une forme d'injonction en fait sur les managers à devenir leaders qui est assez malsaine et le métier de manager est déjà suffisamment difficile comme ça. Maintenant, revenons à la définition du leadership parce que vous avez envie. La clé, c'est que l'on ait confiance en vous. Ça a l'air simple, mais ça l'est pas. Pour avoir confiance, il faut se sentir en sécurité. Et la peur, le stress, viennent toujours de la même chose, la perte de contrôle. Le stress est une réaction du corps face à un danger physique. La peur est importante à définir. Il y a deux types de peur. Il y a ce que j'appelle la peur bonne, parce que c'est la peur qui vous met en mouvement. C'est la peur qui vous dit, il y a un camion qui arrive, si tu ne bouges pas, tu vas te faire écraser. Donc cette peur, elle est bonne, elle est positive parce qu'elle vous met en mouvement. Et puis il y a l'autre peur. La peur qui, finalement, ne repose sur rien, il n'y a pas de danger physique. C'est lorsque j'étais gamin, je n'osais pas mettre ma main sous le lit parce que j'avais peur qu'il y ait un monstre. Ce sont des peurs psychologiques. Il y a donc les peurs physiologiques. Là, c'est une peur bonne. Elle vous met en mouvement parce qu'il y a un danger réel. Et puis, il y a les peurs psychologiques. Et là, c'est une perception. Votre corps n'est absolument pas physiquement en danger. En revanche, vous avez une perception d'un danger. Et donc, du coup, comme le stress est une réaction physique à un danger, votre perception du danger fait que vous avez toute la mécanique chimique qui se met en branle pour pouvoir dire « là, il y a un danger ». C'est ça qu'il faut gérer. Et là, nous avons deux chiffres très parlants. 8% de nos peurs sont des peurs réelles, liées à des dangers physiques, une agression, un danger, une maladie. Et tout le reste, 92% de nos peurs, sont liées à de la perception, ce qu'on va appeler des dangers psychologiques. La perception, l'état d'esprit, l'environnement dans lequel je suis. Ce qui nous permet de rappeler la loi numéro 1 que nous avons posée en début de conférence. Je ne vois pas la réalité telle qu'elle est, je vois la réalité telle que je suis. Le jour où je suis capable de contrôler mon état d'esprit, alors je contrôle ma réalité. On le comprend bien maintenant. La perception de la réalité, c'est la réalité. Donc la manière dont les gens vont percevoir leur quotidien, c'est leur réalité. Regardez les chiffres, c'est absolument fascinant. Le taux de désengagement, ce qu'on appelle le quiet quitting, le taux de désengagement en Europe, et la France est malheureusement très représentative, est de 72%. 72% des gens, c'est-à-dire que sur une équipe de 10 personnes, il y en a 7 qui sont désengagés. Il y en a 7 qui se disent « qu'est-ce que je fous là ?» Ce réflexe de « oui mais ça c'est chez les autres et pas chez moi », ça ne marche pas avec ce chiffre de 13% de personnes satisfaites dans leur travail. Ça ne marche pas avec 72% de personnes totalement désengagées. Pour être en confiance, il faut se sentir en sécurité. Là, on a des chiffres qui nous montrent très clairement que les gens ne se sentent pas en sécurité sur leur lieu de travail. Le leadership, ça va être de passer d'une culture à une autre. Aujourd'hui, on est dans une culture de travail d'équipe. Eh bien, le leadership, c'est passer d'une culture de travail d'équipe à une culture de travail en confiance. Je vous garantis que ça n'a rien à voir. Si vous voulez agir sur ce chiffre, 72%, et c'est un chiffre qui est fascinant, et il est tellement important que 100% des entreprises sont concernées. Je vais l'illustrer comme ça. Vous pouvez être dans la meilleure entreprise du monde. Si votre N+1 est un connard, votre vie est compliquée. Travailler en confiance, c'est donner la possibilité à quelqu'un avec qui vous travaillez de pouvoir vous dire les choses. On est trop dans une culture où, lorsqu'il y a une erreur, on la met sous le tapis parce qu'on ne veut pas être pris. La culture de la confiance, c'est avoir cette obsession de, non pas de la perfection, mais de l'excellence. La confiance va avec un autre terme, qui est celui du courage. Si les personnes ont confiance en vous, alors elles trouveront le courage de vous dire qu'une chose ne fonctionne pas. Elles trouveront le courage de vous dire que là, elles ont fait une erreur, ou peut-être que vous êtes en train de faire une erreur. Mais le courage que les gens vont trouver pour venir vous dire les choses est directement proportionnel à la confiance qu'ils vous accordent. Rien n'est facile et il faut du courage pour oser, pour aller là où c'est inconnu. D'autant plus que nos perceptions brouillent les pistes. Je vais vous donner 3 preuves. La première, c'est une preuve sur le fait que nous sommes façonnés par des programmes. La deuxième preuve, c'est qu'on a tous besoin de reconnaissance. Et la troisième preuve, c'est l'impact que notre corps a sur nos comportements.
Je vous montre ça tout de suite. Regardez cette image. Si je vous demande quelles sont les couleurs que vous observez, indéniablement, le blanc et le noir sont au centre. Et autour, on a du vert ou du bleu. Si je dézoome, regardez. Est-ce que vous observez toujours les mêmes couleurs? Le pire, c'est ici. À 99,9%, nous voyons du rouge au centre. Parce que ça ressemble à une canette de coca, parce que nous sommes programmés pour le faire. Et je vous garantis qu'il n'y a pas de combinaison de couleurs qui crée du rouge. Le rouge est une couleur primaire. Elle ne peut pas être obtenue en mélangeant d'autres couleurs. Donc, si à cet instant, vous voyez du rouge, vous avez l'impression de voir du rouge au centre, c'est parce que nous sommes programmés. Et imaginez, si en plus, vous avez été éduqué dans un environnement où tout est rouge, vous imaginez bien que lorsqu'on vous présentera objectivement une couleur, vous en verrez une autre. C'est ça nos programmes. Ça, c'est la première preuve pour vous montrer que nous sommes façonnés par nos programmes. Je ne vois pas la réalité telle qu'elle est, je vois la réalité telle que je suis, telle que j'ai été façonné. La deuxième preuve sont des vidéos qu'on trouve sur Instagram, je vous ai fait un petit montage, je trouve ça absolument génial. Regardez, c'est absolument sublime. Vous imaginez un peu à quel point quelqu'un qui passe sa journée à être totalement invisible, que personne ne va considérer, là, à un moment, une personne, un étranger, va lui apporter de la considération, de la reconnaissance. Regardez à quel point cette femme est troublée. Regardez à quel point, dans un quotidien qui est complètement vide, d'un seul coup, elle prend une claque. Regardez comment elle tient la note. Et ça marche ça peut marcher avec tout le monde. À partir du moment où vous cueillez quelqu'un avec de la surprise, vous pouvez faire des choses extraordinaires. Ne jugeons jamais les autres parce que l'on ne sait jamais dans quel cycle de vie ils se trouvent. On ne sait jamais la difficulté qu'ils sont en train de traverser. La reconnaissance dans le management, la reconnaissance est la clé la plus puissante. Troisième preuve. Connaissez-vous le point commun entre quelqu'un qui se nourrit mal, quelqu'un qui a ses règles, quelqu'un qui prend des stéroïdes et quelqu'un qui a une tumeur au cerveau? Je vous laisse sincèrement 2-3 secondes pour vous poser la question. Le point commun qu'il peut y avoir entre 4 personnes, une qui mange mal, une qui a ses règles, une qui prend des stéroïdes et une qui a une tumeur au cerveau. Quel pourrait être, d'après vous, le point commun? On parle bien de physiologie et d'impact du corps sur les comportements. Eh bien, le point commun est le suivant. Ces 4 phénomènes ont été utilisés en justice américaine pour expliquer avec succès, parce que les personnes finalement n'ont pas été condamnées, pour expliquer avec succès le comportement d'une personne qui a commis un meurtre. C'est quand même fascinant. C'est-à-dire que le droit a réussi à démontrer qu'il y avait eu un impact de la physiologie sur les comportements et que ça avait conduit à un meurtre. Ces 3 exemples, qui sont finalement des preuves, nous montrent que oui, nous sommes façonnés par des programmes. Et ça a un impact sur notre perception du monde et donc la manière dont on va interagir avec ce monde. Ensuite, ne jugeons jamais les autres parce qu'on ne sait jamais dans quel cycle et dans quelle difficulté ces personnes se trouvent. Et la reconnaissance est un levier absolument extraordinaire pour créer de la connexion et donc créer de la confiance. C'est bien le sujet qu'on est en train de chercher à développer. Et troisièmement, oui, notre physiologie, notre corps a un impact très direct sur nos comportements. On va passer à la deuxième partie, mais on sait très bien que passé un certain délai, notre cerveau n'est plus capable d'absorber. Alors, ce que je vous propose, c'est levez-vous, bougez, allez boire un verre d'eau, hydratez-vous et on se revoit tout de suite. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million nights just like this. So let's get down to business. Mama, please don't worry about me. Bien, j'espère qu'après cette micro-pause, vous avez pris le temps de vous hydrater. Moi, c'est fait, je pose ça ici. Et sur cette deuxième partie, on va aller vite et on va se poser la question, qu'est-ce qui nous bloque? Pourquoi est-ce qu'à chaque fois qu'on essaie de changer, pourquoi est-ce que c'est si difficile? La réponse se trouve en fait dans ce qu'on a évoqué tout à l'heure, notre état d'esprit et nos programmes, la manière dont on fonctionne, et puis derrière, nos habitudes, ce qui façonne notre quotidien. Regardez le schéma. De 0 à 6 ans, toutes les informations partent directement s'inscrire dans l'inconscient.
c'est la programmation. Pour pouvoir être conscient, pour pouvoir fonctionner, il faut des programmes. Ce qui va permettre de créer ce qu'on appelle le système de référence. Et en fonction des familles dans lesquelles vous êtes, les références ne vont pas être les mêmes. Je vais vous donner un exemple de programmation par rapport à l'attitude des parents. Gamin, les enfants tombent. Et lorsqu'un enfant tombe, la première chose qu'il fait, c'est qu'il se retourne pour voir si ses parents l'ont vu tomber. Et là, il y a deux réactions possibles. Vous avez une première famille qui va dire « Ah, mon fils, ma fille, t'es tombé, tu t'es bien rattrapé. T'aurais pu te faire vachement mal et tu t'es bien rattrapé. Je suis fier de toi. » Ce qui veut dire, le programme derrière, c'est quelles que soient les difficultés que tu auras, tu vas trouver une solution et waouh, moi en tant que parent, je reconnais cette force et je suis fier de toi. L'échec n'est pas un sujet, l'échec est une source de progrès. Et en plus, tu as les moyens de pouvoir t'en sortir. Puis vous avez les autres parents qui vont dire, leur réaction, mais arrête de tomber, tu me fous la honte devant tout le monde. C'est pas le même programme. Et ça se décline à l'infini. Ça se décline dans les relations entre hommes et femmes, ça se décline dans le rapport à l'argent, ça se décline dans le rapport à l'autorité. Des parents qui vous aiment, mais l'amour n'est pas une éducation. Vous avez des parents qui vont vous éduquer par l'autorité. Et c'est comme ça que vous avez des personnes qui, et je vois ça depuis pas mal d'années, des personnes qui socialement ont l'air de rayonner, qui ont l'air d'être des soleils absolus. Mais lorsque on va creuser en fait les programmes, on se rend compte qu'il y a un problème, un déficit absolu de légitimité parce que tout ce qu'ils doivent faire doit passer par une validation d'une autorité. Ça, c'est le programme des parents qui a été installé. Et lorsque vous avez ce programme, ce problème de légitimité, vous avez le syndrome de l'imposteur. Vous avez, est-ce que je suis crédible? Est-ce que ça ne va pas se voir à un moment que je ne suis pas forcément si bon là-dessus? C'est là, vous vous sentez en fragilité face à certaines personnes. Si je ne suis pas assez beau, riche, intelligent, de la bonne école, je ne peux pas aller parler à cette personne parce qu'elle ne va pas m'aimer, elle va me rejeter, elle va me trouver stupide, etc. Ça, ce sont les programmes. Et je vous garantis que prendre conscience de ces programmes est vraiment une clé fondamentale. Et ce schéma vous montre la boucle dans laquelle on se retrouve. 80% de vos pensées, chaque jour, sont les mêmes que la veille, sauf en vacances. Lorsque vous avez les mêmes pensées, ça va générer les mêmes choix, les mêmes contextes, les mêmes habitudes, les mêmes expériences et les mêmes émotions. Et vous êtes dans cette boucle. Il y a deux endroits où vous pouvez changer, où vous pouvez intervenir. C'est sur les pensées, donc la perception, l'état d'esprit, et sur les habitudes, c'est donc votre physiologie. On vient à nos deux lois de base. Je ne vois pas la réalité telle qu'elle est, je vois la réalité telle que je suis. Donc mon état d'esprit, mon mindset, c'est ce qui va me permettre de pouvoir à un moment influencer mes pensées, parce qu'il y a une chaîne derrière. Et deuxièmement, je dois intervenir sur mes habitudes. Je ne suis pas ce que je sais, je suis ce que je fais, fondamentalement. Ma perception va conditionner ce qui représente du danger ou pas. Et le stress est quelque chose qui est difficile à contrôler. Je vais vous montrer en 2 minutes pourquoi. Lorsque vous avez un prédateur qui croise une proie, vous avez le corps qui se met dans ce qu'on appelle l'état fight or flight. D'ailleurs, il y en a un troisième, c'est le freeze. Donc c'est normalement les 3 F, fight, flight, freeze. Vous voyez sur la courbe que le stress, lui, il monte et à la fin de la course, ça descend. Ça s'arrête. Et c'est un stress vertueux parce que c'est un stress qui est lié à un danger réel, il vous met en mouvement et à la fin du danger, le stress tombe directement. Et ce qui nous met la tête à l'envers, c'est que, imaginez, demain, j'ai un séminaire, j'ai une grande conférence. Je dois faire la meilleure nuit de ma vie parce que je dois être en pleine forme demain. Pourquoi est-ce que ce soir-là, alors que c'est demain le stress, pourquoi je ne dors pas? Simplement parce que, et il y a une raison en fait très physiologique à ça, c'est qu'il y a 300 000 ans, lorsque l'humain était face à un prédateur, il n'avait aucune chance. On n'a pas de griffes, on n'a pas de crocs, on n'a rien en fait. Tout ça, c'est assez fragile finalement pour se battre. On a développé un truc qu'on a appelé le stress anticipatoire. Parce que lorsque je voyais un prédateur à l'époque, c'était trop tard. Donc il valait mieux pour pouvoir survivre, stresser par anticipation, se dire « tiens, il y a du vent dans les branches, peut-être que c'est un prédateur et je stresse ». Il vaut mieux stresser pour rien 1000 fois que mourir une fois parce qu'on a raté le coche.
Ce qui veut dire que sur une logique darwinienne, nos ancêtres, ceux qui ont le plus survécu, qui ont fait ce que l'on est, sont ceux qui ont développé le plus la capacité à stresser. Nous sommes le fruit de générations et de générations qui, pour survivre, avaient besoin de stresser par anticipation. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous avez un séminaire, lorsque vous avez un événement important, le lendemain, vous commencez à stresser la veille, voire même carrément avant. Ça s'appelle le stress anticipatoire. Le problème, c'est que lorsque vous avez ce stress qui monte, ça coupe l'accès à ce qu'on appelle le cortex préfrontal. Le stress nous bloque l'accès à toute la partie créative du cortex préfrontal. Stanford a réalisé une étude sur la manière dont les personnes pouvaient percevoir un obstacle. Il y a les personnes qui vont percevoir un obstacle comme étant un danger, et là on a bien cet accès au cortex préfrontal qui est coupé. Je n'ai plus accès à ma créativité, à mon empathie et à mon innovation. Et puis il y a les autres personnes qui vont percevoir l'obstacle, non pas comme un danger, mais comme une opportunité. Et là, il y a toujours du stress, mais c'est un stress qui est stimulant, qui va augmenter justement la créativité, qui va augmenter le désir d'avancer, de progresser. Ça, c'est la partie qui est liée à notre perception des choses, et notre perception est liée à nos programmes. La deuxième chose qui nous bloque, c'est que lorsque nous voulons changer, nous cherchons à changer par la motivation et les connaissances. Je reviens à cette question, pourquoi est-il si difficile de changer? Simplement parce que nous sommes faits d'habitudes et que ces habitudes fonctionnent en autopilote. Et notre erreur est de penser que la connaissance va nous permettre de pouvoir changer. La connaissance est un potentiel, mais pas une action. Pourquoi 21 jours? Parce que, en termes de neurosciences, il faut 21 jours pour commencer à installer une nouvelle habitude. Qu'est-ce qu'une habitude? Une habitude est un chemin neuronal fréquemment emprunté. Pour changer d'habitude, il faut creuser un nouveau chemin. Il faut créer de nouvelles connexions. La neuroplastie nous explique ça très bien lorsque l'on apprend une nouvelle langue, lorsqu'on va pratiquer un nouveau sport. Au début, c'est difficile, forcément. Et avec la pratique, au bout d'un certain moment, les gestes se font mécaniquement. Les paroles viennent mécaniquement. On commence à penser dans la nouvelle langue. Le chemin neuronal s'est installé. Et je termine cette partie avec cet exemple que vous connaissez normalement, Roger Bannister. Bannister, à un moment, il a été capable de dire « Je refuse les limites qu'on me fixe, je refuse l'autorité scientifique qui me dit que je ne peux pas courir un mile en moins de 4 minutes. » Donc il l'a fait. Mais finalement, ce qu'il a réalisé, au-delà d'un exploit personnel, c'est que des centaines de personnes ont couru le mile en moins d'une minute après lui. Ce qui signifie que la biologie humaine n'a pas muté en quelques mois. Il a simplement fait sauter un verrou, il a débloqué un potentiel. Et c'est un peu tout le sujet de ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est que vous êtes déjà complet. On a simplement posé des brides sur vous. À un moment, il faut être capable simplement de débloquer ces brides. Être leader, avoir du leadership, c'est montrer que dans une voie qui est inconnue, les choses sont possibles. C'est ce que j'ai fait avec mes enfants que je vous ai montré au début. C'est ce que vous devez faire avec vos équipes. Mais avant tout, la première personne avec qui il faut le faire, c'est avec vous-même. Dernière pause avant de démarrer la troisième partie. Je vous invite à nouveau à aller vous hydrater et on se retrouve dans 30 secondes. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million nights just like this. On a beaucoup parlé d'état d'esprit. Maintenant, je vais vous proposer de changer d'état d'esprit. Pour ça, il faut d'abord changer d'état de corps. Et il y a un outil pour ça qui s'appelle la respiration. La respiration, c'est la télécommande de vos émotions. Véritablement, la respiration est la télécommande de vos émotions. Si le stress fait partie de votre quotidien, je vais vous proposer un outil pour vous montrer à quel point, en même pas 30 secondes, on peut complètement changer d'état. En respirant simplement. Faites comme moi, levez-vous, inspirez en montant, expirez en descendant la main. C'est tout ce que je vous propose de faire. On va le faire juste maintenant.
Une dernière. La fréquence à laquelle vous vibrez après avoir fait ces 5-6 respirations n'a rien à voir avec l'excitation qu'on avait en début de cette vidéo. Et vous le sentez, même ma voix est différente. Ça prend moins de 30 secondes pour pouvoir changer d'état de corps. La démonstration que je vais vous montrer ici, c'est que en changeant votre physiologie, en ayant un impact sur votre état de corps, vous avez directement un impact sur votre état d'esprit. Ça, c'est la clé de toute cette troisième partie. Je vous montre la suite. La qualité de notre état d'esprit a un impact sur notre physiologie. Maintenant, notre corps, c'est notre énergie. On a tous des moments où on se sent brillant, on a été super bon, on a passé une excellente journée, on a déployé plein de résultats. Comment pourrait-on faire pour avoir ce niveau de performance, mais pas juste de temps en temps, tous les jours, tout le temps? Pour ça, il y a une méthode. C'est ce que je vous montre maintenant. Le sujet est donc le suivant. Comment changer mon état d'esprit? Mon état d'esprit est une conséquence de différentes étapes qui sont préalables. La première étant ma physiologie. La physiologie, c'est mon corps et le flux d'informations qu'il peut y avoir. Mon corps n'est pas dans le même état lorsque je fais une respiration pendant 30 secondes, lorsque je vais courir un footing, lorsque je suis réveillé à 3 heures du matin, ou lorsque je suis en pleine réunion après une digestion et un repas un peu arrosé. Mon corps va avoir différentes informations et ce flux d'informations représente les émotions. Et là, on va distinguer émotions et sentiments. Les émotions, ce sont les informations que le corps remonte au cerveau pour dire « j'ai faim, j'ai froid, je suis fatigué, je suis en digestion ». Ça, ce sont les émotions qui remontent. Et le cerveau, en fonction de sa perception, en fonction de ses croyances, va dire « voilà ce que ça me fait, voilà le sentiment qui est généré ». Et du coup, derrière, j'ai mes pensées. La pensée, c'est quoi? La pensée, c'est là où je mets mon attention. Et là où je mets mon attention, c'est là où va mon énergie. Typiquement, si je viens de tomber amoureux, eh bien mon énergie est joyeuse. Si je suis en train de ruminer parce qu'il s'est passé quelque chose qui a heurté mon ego, alors je suis en boucle et je rumine, je bois du noir. Eh bien, là où je mets mon attention, c'est là où va mon énergie. Vous imaginez bien que si je mets mon énergie sur quelque chose de joyeux ou si je mets mon énergie sur quelque chose qui est toxique, forcément, mes pensées vont être très différentes. Mes comportements vont dépendre directement de la tonalité de mes pensées. Et mes comportements, c'est quoi? Eh bien, ce sont mes actions, donc mes résultats. Toute cette séquence, la physiologie, les émotions, les sentiments, les pensées, les comportements, les résultats façonnent votre état d'esprit. Comprenez bien que quand on parle de pensée positive, ça ne marche pas. Parce que c'est quelque chose qui est en surface. C'est balayé à la première difficulté. Donc c'est toute une chaîne en fait qu'il faut mettre en place. Il y a donc des techniques très très précises qui vous permettent de pouvoir agir sur votre état d'esprit, sur vos croyances, de pouvoir vous reprogrammer, de pouvoir agir sur votre corps, sur votre santé, et donc de changer d'état à souhait. Loi numéro 1, je ne vois pas la réalité telle qu'elle est, je vois la réalité telle que je suis. Tant que je n'aurai pas craqué mes programmes, tant que je n'aurai pas craqué mes croyances, il y a un blocage, il y a un mur que vous ne pourrez pas franchir. Loi numéro 2, je ne suis pas ce que je sais, je suis ce que je fais. On a tous assisté à des conférences absolument incroyables. Il y a des têtes de conférences qui sont sublimes et puis on les voit, on voit des choses, on se dit « Waouh, j'ai appris des choses super !» Et puis le lendemain, rien. Parce qu'on sait, mais on n'agit pas. Et on n'agit pas parce qu'on est bloqué par nos croyances qui sont juste au-dessus. Alors maintenant, je vous pose la question, parce que bien évidemment, il y a un acte commercial et c'est maintenant. Avez-vous envie de débloquer ce leadership? Avez-vous envie de débloquer la confiance en vous et que les gens vont avoir en vous? Avez-vous envie de débloquer le courage? Remplir cette sensation d'accomplissement. On l'a dit, la performance est un résultat, l'accomplissement, c'est le sens que vous allez lui donner. Est-ce que vous avez envie de changer ça? Là, je suis à votre disposition. Vous avez compris avec la loi numéro 2 que je ne suis pas ce que je sais, je suis ce que je fais. J'espère sincèrement que
Dans ce que l'on a vu, les méthodes, les outils aujourd'hui, il y en a certains que vous allez mettre, je vous invite à mettre ça en application dans votre quotidien dès demain matin. Ça peut changer pas mal de choses. Et puis, c'est ma proposition, je vous propose de vous accompagner individuellement, un coaching individuel pour pouvoir débloquer votre leadership, débloquer votre confiance, attirer les gens à vous, débloquer les freins politiques que vous avez en interne, débloquer l'équilibre que vous avez entre votre vie privée et professionnelle. 100% des gens performants qui ont débloqué des seuils de performance importants ont bénéficié d'un coach. Rockefeller avait un coach, Steve Jobs avait un coach, l'intégralité des sportifs de haut niveau ont un coach. Et ma préférée, c'est sans doute celle de Warren Buffett, que j'ai entendu un jour dire lorsque vous investissez en vous, d'une part, ça n'est pas taxé par l'État et les intérêts augmentent pendant toute votre vie. Pour ça, j'ai créé un programme particulier, le Leadership Accelerator. C'est le programme d'accompagnement le plus complet et le plus poussé du marché francophone, avec des résultats rapides. Je vous ai dit au début que ce programme réunit d'une part les approches scientifiques de l'épigénétique, de la neuroplastie. Cela intègre l'approche de coaching systémique, l'approche du coaching génératif et l'ensemble des expériences que j'ai pu pratiquer. Il n'y a rien dans ce programme que je n'ai pas expérimenté et que je n'ai pas sélectionné comme étant pas seulement quelque chose de performant, mais quelque chose qui accélère les résultats. Mon obsession n'est pas simplement de franchir l'étape d'après. Mon obsession, c'est de le faire vite, plus vite que la moyenne. Quel que soit votre profil, votre position, la réalité, c'est qu'à un moment, il y a un blocage. Ce blocage, il faut le franchir. J'ai les outils pour le craquer. On peut le faire ensemble. Inscrivez-vous tout de suite, réservez votre appel et on se revoit bientôt. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million nights just like this. So let's get down to business. Mama, please don't worry about me. 'Cause I'm about to let my heart speak. My friends keep telling me to leave this. So let's get down to business.